Vous parlez dans votre déclaration des faits avant, il y a des attentats, mais vous parlez aussi de Papivoise. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Mais les gens ne savent même plus pourquoi. Je veux que les téléspectateurs se rendent compte de cette histoire. Nous parlons là maintenant, les gens, de quelque chose qui s'est passé en 2002. Ouais. Donc je vais vous le raconter. Je vois qu'on m'a invité pour parler de choses sérieuses. Donc je vais entrer dans les détails. Nous avons appris le samedi, je crois, de l'élection présidentielle qu'un vieux monsieur avait été battu, frappé et sa bicoque mise en feu. Et pendant 2 jours, avant le premier tour de l'élection, on nous a parlé que de ça. Et évidemment, la question de la sécurité, etc., a été jetée à la figure de Lionel Jospin. Ça a modifié le vote, je pense, d'un certain nombre de gens. Et Lionel Jospin n'a pas accédé au 2e tour à 2 voix par bureau de vote. Comment voulez-vous que je ne rappelle pas dans la liste des événements qui ont marqué des élections présidentielles cet événement-là? Je ne le mets pas sur le même plan que l'assassin Mera, mais je le cite en faisant la liste de ces attentats. Celui qui, à Lyon, a fait un attentat et qui a dit « je le fais parce que c'est les élections », je ne peux pas passer à côté de ça. Je vous ai lu il y a un instant la déclaration du ministre de l'Intérieur socialiste disant « plus on s'approche des élections, plus on doit faire attention parce qu'elles sont manipulées par les terroristes ». Il y a un autre point. Et je sais que ça vous met en colère. Non. Mais j'y vais quand même parce que... Vous savez, j'ai tout subi, tout supporté. Alors bon, c'est pas une cuillère de plus qui va changer le goût du baril. On reprend les choses jusqu'au bout et ensuite on passe vraiment à la suite. Mais quelques jours plus tard, à nouveau, vous avez été accusé de complotisme pour des propos tenus. Et oui, ça vous fait souffler. YouTube, le 3 juin dernier, un extrait qui a été exhumé. Vous revenez sur la panne d'Orange, qui est intervenue le 2 juin, les numéros d'urgence qui ont été inaccessibles, et vous trouvez ça suspect, vous dites qu'ils sabotent, voilà comment ils travaillent, eux ils sabotent, ils font des choses, et puis ils les mettent en épingle, ils les montent en épingle pour vous montrer pourquoi il faut du privé. Donc je vous pose la question, accusez-vous le système. C'est tout ce que vous avez trouvé dans la semaine, il n'y a pas encore autre chose? Oh, non, 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 parce que j'étais à Saint-Claude défendre l'emploi dans une usine, où les gens fabriquent de l'aluminium, et j'ai aussi beaucoup parlé. J'ai dit aux gens, vous êtes victime d'un système qui vous détruit, alors vous n'en êtes pas coupable. Là aussi, ça peut être considéré comme du complotisme. Je crois que j'ai dû dénoncer le patronat, le capitalisme. Pour répondre à ça définitivement, sur cette vidéo Mais ça ne sera pas définitif, Madame Carrouard, vous le savez aussi bien que moi. La calomnie est faite pour ça. D'abord, islamo-gauchiste, je retrouverai complotiste. C'est utilisé aujourd'hui dans l'élection régionale, vous le savez comme moi. Les gens de droite, de l'extrême droite, ou de la droite extrême, disent, à chaque fois que mes amis sont dans une liste, ils disent « mais leur responsable est un complotiste ». C'est utilisé pour ça. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Alors, sur Orange, j'ai fait ce que font des dirigeants de gauche depuis, disons, un siècle. C'est-à-dire qu'on met en cause le système. Et il est vrai que le système commence par désorganiser pour ensuite montrer du doigt. Et si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la assez brillante explication qu'avait donnée le monsieur Bayou de la façon avec laquelle avaient été déréglés d'autres systèmes pour ensuite être privatisés. Donc, ça n'est pas une nouveauté. Par contre, Madame Carrouard, permettez-moi de dire une chose. Je suis trop avisé philosophiquement pour ne pas comprendre que mes adversaires, je parle de l'extrême droite, qui sont eux aussi des gens qui réussissent un tour de force. Chaque fois que quelqu'un mettra en cause un effet de système, vous comprenez ce qu'est un effet de système, vous le comprenez, je le dis aux gens. Un effet de système, c'est quand l'ensemble détermine un résultat ponctuel d'une partie. D'accord? Un effet de système. Le capitalisme est un système. Il y a donc des effets de système. La violence sociale dans laquelle nous vivons. Donc, chaque fois qu'on dénoncera un effet de système, vous aurez quelqu'un pour faire le petit malin et venir dire « Ah, c'est du complotisme ». Donc, attention à ce que l'obscurantisme, qui aujourd'hui couvre tant de terrain, n'aille pas en plus empêcher la pensée rationnelle. Est-ce qu'à la fin de la semaine, vous pensez que tout cela peut laisser des traces politiquement, cranter une désunion de la gauche ou mettre à terre définitivement l'hypothèse d'une union de la gauche, parce que vos propos ils ont été remis en question par Olivier Faure, Fabien Roussel ou encore Julien Bayou. Est-ce que c'est vraiment nouveau pour vous? Ces gens me combattent depuis toujours, ils continuent. Je leur reproche une certaine bassesse, parce que c'est stupide de leur part de ne pas comprendre que leur tour viendra, que ce qui m'est fait a toujours été fait aux autres, à moins qu'ils soient devenus si insignifiants qu'on n'y pense pas. Mais ça n'a rien à voir. Bien sûr que ça va laisser des traces. On explique à des millions de gens que je suis le diable en personne, que chaque fois qu'il y a un problème, c'est de ma faute,
que je suis un islamo-gauchiste, moi qui ne suis ni musulman ni gauchiste et qui ne l'ai jamais été, que je suis un anti-flic, moi qui ne le suis pas. Mais oui, j'assume d'avoir dit que je réformerai, président de la République, la police de fond en comble, parce que telle qu'elle est là, ça ne me convient pas et ça ne me paraît pas conforme à l'intérêt général. Si je poursuis sur la question Oui. de la gauche, je pense que vous voyez où je veux en venir. Je sais pas. Arnaud Montebourg, il a dit sa disponibilité cette semaine pour une candidature unique en 2022. Et il vous appelle, vous, Jean-Luc Mélenchon, à vous retirer. Et puis, il y va fort. Pour lui, vous avez été une solution en 2017. D'ailleurs, il dit avoir voté pour vous. Et vous seriez aujourd'hui le problème, incapable de rassembler face à Marine Le Pen. Vous perdriez. Le pays n'est pas mélenchoniste. J'arrête là. Vous lui répondez quoi ? Rien, parce que je souris et je suis rassuré. La dernière fois, déjà, il m'avait demandé de me retirer. La dernière fois, en 2017, il avait déjà appelé à voter pour M. Hamon et apparemment il ne l'a pas fait. Et puis vous voyez comment ça s'est fini. Il a voté pour moi. Donc cette fois-ci, il dit que je dois m'en aller, mais à la fin, il votera pour moi, vous verrez. Je vais vous poser une question un peu plus, une parenthèse. On s'est dit tout ça, hein. On parle de tension sur le fond, maintenant aujourd'hui aussi sur la forme. Arnaud Montebourg dit que vous devez renoncer. Est-ce que ça vous arrive de vaciller ? Est-ce que parfois, le renoncement, pour plein de raisons, vous passe par l'esprit ? Mais enfin, écoutez, j'ai pas de raison de vaciller. Je suis au double du nombre des intentions de vote de mes concurrents socialistes et d'Europe Écologie Les Verts. Au triple du nombre des intentions de vote de M. Montebourg et 19 fois plus que, non pas 19 fois, 12 fois plus que M. Roussel. Pourquoi ce serait moi qui vacillerais? C'est eux qui devraient se poser des questions. Ils devraient se dire, après tout, puisqu'on nous dit que tout est perdu, ils croient tous que tout est perdu, pas moi. Moi, je pense que je vais gagner et je vais faire ce qu'il faut pour ça. Mais eux, ils pensent que c'est perdu. Ils devraient dire, puisque c'est perdu, allons voir cet homme. Et puis, peut-être, discutons du programme. Parce que mon avantage sur eux tous, c'est que moi, j'ai un programme. Et je ne suis qu'un programme, l'Avenir en commun, qui a été rebrassé à plusieurs reprises. Avez-vous vu comment M. Faure a réagi à ce sujet? Il dit « Ah, mais il dit que c'est le Nouveau Testament ». Cette ironie est très mal placée pour les chrétiens d'une part, et d'autre part pour moi. Parce que non, je ne dis pas que c'est le Nouveau Testament. J'ai proposé à Olivier Faure d'en parler. Et puis, il ne m'a jamais répondu. Donc, j'en ai tiré la conclusion que ces gens ne veulent pas de l'union. Et d'ailleurs, elle n'est pas possible. Mais je vais vous donner un exemple. Ça, c'est eux. Mais vous, est-ce que vous doutez parfois? De quoi? Mais je ne suis pas. C'est pas mon. Madame Carouer, vous aussi, des fois, vous doutez. Oui. Vous demandez ce que vous foutez le dimanche à faire des émissions au lieu d'être avec vos gosses. Bon, eh ben moi, c'est pareil, je suis comme vous. Il y a des moments où je me dis, mais comment j'ai été me mettre dans une galère pareille? Bon. Et puis, mais mon rôle, c'est pas d'hésiter, de vaciller, d'étaler mes tripes frumantes à tout propos. C'est d'assumer la responsabilité. Je l'assume, je le fais avec tout mon cœur, toute mon intelligence si j'en ai. Je travaille, je bosse, j'organise, je joue mon rôle au milieu d'une équipe, parce que quand même maintenant, mon effort est moins grand qu'auparavant. Je suis entouré de 23 autres parlementaires. Tout le monde a vu la jeune génération des parlementaires insoumis, ils sont brillantissimes. Donc nous sommes capables de gouverner. J'ai moins d'angoisse que la fois d'avant, où je me demandais aussi des fois, est-ce qu'on allait y arriver? Jean-Luc Mélenchon ira jusqu'au bout. Mais ai-je une seule raison de ne pas le faire? Pardon, Madame Carouer. Et je m'adresse à ceux qui m'écoutent à cet instant, et à ceux qui sont dans l'opposition à M. Macron, et à ceux qui sont dans le rejet de la société dans laquelle nous vivons, qui ne l'aiment pas à cause de sa brutalité, son égoïsme, sa bassesse. Est-ce que vous comprenez que vous avez un instrument politique? C'est le programme L'Avenir en commun et son candidat Jean-Luc Mélenchon. Puisque vous considérez que tout est perdu, du moins, aidez-moi à ce que les gens qui, comme moi, veulent se battre, tiennent le coup. Voilà. Car toutes les mains tendues sont restées dans le vide. Non, mais justement, je parlais de leur union de la gauche, là. Oui. Toutes les mains que j'ai tendues, j'ai dit faisons un front populaire, faisons une fédération populaire. Tout le monde m'a envoyé balader, pas question, pas avec toi, on ne veut pas te parler, etc. Et puis ça donne, nous faisons l'union dans le Nord et on nous jette dehors des élections départementales. Bon, pareil pour PACA. Donc, si vous voulez, toutes ces mains que j'ai tendues n'ont servi à rien. Par conséquent, je ne me vois pas continuer à jouer de la mandoline comme ça. Donc, je demande qu'on entende bien ma stratégie. Vous parliez du bloc populaire. Le bloc populaire n'est pas une invention de M. Montebourg, ce sont deux économistes qui ont fait un texte là-dessus, ils appelaient ça même le bloc bourgeois, et je me suis beaucoup intéressé à leur travail. Ça correspond à l'idée que je me fais. La société française a été socialement explosée.
par les contrats à durée déterminée, par le chômage, par la précarité. Ces superstructures politiques ont volé en éclats en relation avec cet émiettement, qui concerne aussi bien la droite que la gauche. Il faut donc reconstruire un pôle stable qui est capable de porter un projet de société. Monsieur Macron en portant pour la droite. Bien. Madame Le Pen en portant pour l'extrême droite. Alors elle, l'ennemi, ce sont les immigrés, les arabes et les musulmans. Pour lui, c'est les travailleurs qui sont des feignants qui ne veulent pas travailler. Et la gauche. Et nous devons le reconstituer sur ce que nous avons été historiquement. Je dis nous, je ne parle pas qu'à gauche, parce que plein de gens se posent des questions, aussi bien des gens de gauche que des gens de droite. C'est-à-dire à partir de leur vécu. Donc l'union populaire, ça peut être des fois empêché par l'union de la gauche. Je vous donne un exemple. Nous avons 9 Français sur 10, parce que nous avons fait faire des sondages, qui sont pour augmenter le SMIC. 9 Français sur 10 qui sont pour instaurer une garantie d'emploi. 9 Français sur 10 pour interdire le glyphosate. Ces 3 points chacun nous distinguent des uns ou des autres. Mais ils permettent de rassembler 9 Français sur 10. 6 Français sur 10 sont pour passer à la 6e République et la semaine de 4 jours. 7 Français sur 10, 8 Français sur 10 sont pour taxer les profiteurs de crise, rétablir l'impôt de solidarité, interdire la publicité sur les produits polluants. Ça veut dire qu'il y a bien un programme qui peut rassembler une masse de Français et qui fasse la synthèse entre les objectifs que la gauche a portés historiquement et les objectifs que les écolos portent parfois plus ou moins bien. C'est-à-dire faire tourner l'économie du pays pour qu'elle se dirige dans la bifurcation écologique et que tout le monde travaille. La garantie d'emploi doit être donnée parce qu'il y a des millions d'heures de travail qui ne sont pas faites. Et le plein emploi, vous le redites dans le Progrès social humain, parce que vous publiez des cahiers régulièrement, le plein emploi doit permettre de financer votre système de retraite. Bien sûr. C'est 60 ans, taux plein pour 40 annuités de cotisation, vous le réécrivez à nouveau. Une fois n'est pas coutume, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous pourriez être d'accord avec le MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui dit, en fait, on ne fait pas une réforme là, maintenant, comme ça. Faisons un débat lors de l'élection présidentielle. Chacun met ses propositions sur la table et parlons-en. Et est-ce que vous dites, effectivement, Geoffroy Roux de Bézieux, faisons-le, j'ai mon programme, on y va. Mais évidemment, parce que pourquoi? Monsieur de Bézieux est un type sérieux. Il est responsable du MEDEF. Le jour où je serai élu, il va bien falloir que je trouve un compromis avec eux. J'ai jamais dit, moi, que j'allais nationaliser tout ce qui bouge dans ce pays. Si vous voulez ça comme programme, je ne le méprise pas. Hein. Mais ceux qui veulent tout nationaliser, ils votent pour les organisations classiques de l'extrême gauche. Je ne suis pas de l'extrême gauche, je pense faire avancer les choses en proposant un modèle d'économie mixte dans lequel le collectif trace la voie et dit de quel côté on va. Moi, ce que j'apporte aux entreprises, c'est de la visibilité. Avec moi, ils savent où on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans quel domaine on va développer les choses? Donc, ils vont peut-être pouvoir commencer à investir. Parce que si je donne du boulot à tout le monde, raisonnons en économie, en macroéconomie. Si, supposez, hein, on va essayer de le faire, tout le monde travaille, 53% de la croissance, c'est de la consommation populaire. Alors, il ne faut pas consommer n'importe quoi, il ne faut pas faire la croissance n'importe comment, on sait que le productivisme a des limites. Mais si ces gens étaient là, ayant une paye, alors ils achètent, ils orientent la production en satisfaisant certains produits plutôt que d'autres. Madame Kerouac, si nous passons à l'agriculture bio, par exemple, nécessairement les produits alimentaires coûteront plus cher. Dès lors, il faut augmenter les payes pour que les gens puissent suivre le mouvement. Si nous augmentons les payes, nous augmenterons les cotisations sociales et nous faciliterons la circulation, le cercle vertueux. Vous connaissez la grande question, parce que vous publiez les cahiers. Oui. On est dans une période de grand pragmatisme aussi, sortie de crise, relance, économie. Et la grande question, souvent, c'est comment on finance. Bien sûr. Donc comment on finance? Absolument, mais je vais vous répondre. Ça vaudrait qu'on y consacre une émission, hein, vous l'acceptez comme idée. Mais comme on doit aussi mais bien parler sûr. d'autre chose. Mais si vous voulez, ceux qui nous ont fait des leçons en nous posant ce type de questions dans le passé, avec un air supérieur, comment vous financez ça? Ils ont quand même planté le système d'un bout à l'autre. Ceux qui ont fait des grandes prévisions stratégiques, regardez sur la retraite. Ils avaient prévu un déficit de 25 milliards. Ils se sont trompés de 12 milliards. Excusez du peu. Il manque 13 milliards. Si on appliquait une seule des mesures, pas une mesure bolchevique, hein, payer les femmes comme les hommes, à travail égal et à qualification égale, il n'y aurait plus de déficit, il y aurait un excédent de 5 milliards. Alors, moi, je ne supporte plus les leçons de ces gens qui se sont trompés tout le temps et qui continuent à poser des questions absurdes. Avec quoi
paierons-nous la retraite à 60 ans? Eh bien, je vous le redis, nous la paierons en faisant en sorte que les gens, les femmes travaillent et soient payées comme les hommes. Nous le ferons, etc., etc. Il y a une série de mesures que j'ai dit, répétées 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et que vous répéterez peut-être lors d'un grand débat, donc lors de l'élection présidentielle, si effectivement il doit avoir lieu sur le sujet. Mais Madame Carrère, bien sûr, regardez une chose. Tout à l'heure, vous aviez le président du Cercle des économistes sur le plateau en face de M. Langlais. Alors on dit, il dit des choses sensées. Hein. Il dit la dette privée est plus inquiétante que la dette publique. Ah ben oui, c'est vrai. Donc, si demain, les entreprises à qui on a fait un emprunt garanti par l'État ne peuvent plus payer, supposons que ça se produise, c'est bien de la dette privée dont nous parlons là. Qui va venir à la rescousse? Qui? L'État, par la force des choses. Donc il vaudrait mieux désendetter l'État pour qu'il puisse venir à la rescousse s'il y a besoin. Mais comment le désendetteront si on n'annule pas la dette? Que dit monsieur le président du Cercle des économistes? Il dit « Ah non, non, c'est une solution naïve ». Et que trouve ensuite ce grand génie? Langlais l'interroge, lui dit « Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit « Ah ben, ça sera une crise. » Ben moi, j'essaye d'éviter qu'il y ait une crise. Je ne veux pas qu'il y ait de crise. Je ne veux pas qu'il y ait le chaos partout. Je veux que nous avancions dans des cadres organisés, structurés, disciplinés, prévisibles. Donc, on doit discuter de l'annulation de la dette publique. Voilà, M. Lorenzi dit « Ah ben si on annule une dette, les gens ne voudront plus prêter des sous. » Mais personne n'a prêté cet argent. C'est l'argent de la Banque Centrale Européenne. Moi aussi, je me permets d'avancer. Le temps nous est compté. Oui. Et on a passé du temps à discuter mais il y a justement, des sottises des autres émissions. On a encore d'autres sujets. Par exemple, dans l'actualité aujourd'hui sur cette antenne, le général Lecointre, le chef d'état-major des armées, a annoncé qu'il quittait ses fonctions. Il veut éviter une politisation de la fonction. En gros, il se dit, si je pars après 4 ans, ainsi je ne serai pas associé au mandat d'un président, en l'occurrence Emmanuel Macron. Écoutez, moi je ne connais pas ses raisons. D'abord, je veux lui rendre hommage parce que cet homme n'a pas eu peur d'assumer ses responsabilités. Et sa responsabilité, c'est de faire que l'armée ne se mêle pas de politique. Les militaires eux-mêmes votent évidemment, comme tout le monde. Ils ont une opinion, ils s'abonnent à des journaux. Ils peuvent, en civil et sans faire du tam-tam, participer à des réunions publiques. Bon. Mais les militaires n'ont pas à entrer dans le débat politique. Et si je suis élu, ils n'y entreront pas et je punirai ceux qui feraient le contraire. Est-ce que lui l'a fait? Alors lui, ce qu'il a eu le courage de faire, c'est de dire ce que je suis en train de dire, moi, avec un peu plus de vigueur et avec un ton un peu plus polémique que lui, qui l'a fait d'une manière sérieuse. Bon, il a dit, l'armée ne se mêle pas de politique. Pourquoi l'armée ne doit-elle pas se mêler de politique? Parce que c'est sa cohésion qui est en jeu. Si dans chaque bataillon, chaque escadron, on commence à s'engueuler pour savoir pour qui on va voter, et si la thèse de M. Mélenchon est plus juste que celle de M. Macron, il n'y a plus d'armée. Il faut que chacun sente l'autre comme un frère de combat, ou une sœur de combat, puisque nous avons des effectifs féminins nombreux, y compris dans les unités combattantes. Donc, le général Lecointre a fait son travail. Par contre, ce qui est inouï, c'est que ce soit lui qui le fasse et pas le président de la République. Parce que le chef des armées, c'est le président de la République. Et si je suis le président de la République, je serai le chef des armées et je ne permettrai pas que l'on fasse de la politique dans les armées. Je termine en vous disant que la forme est inouïe. On n'a jamais vu ça. L'État va à volo. Alors maintenant, le chef d'état-major des armées, un homme qu'on estime, vient à la radio pour dire « je démissionne ». Et puis il annonce le nom de son successeur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Malgré tout le respect que j'ai pour le général Lecointre, ça s'est jamais vu. On ne fait pas comme ça, vous imaginez? Alors, si on reste sur la question de l'armée, Barkhane, le retrait annoncé par le président de la République de nos soldats de l'opération Barkhane, progressif encore une fois, avec des discussions à venir et des opérations qui seront ponctuelles pour intervenir. Vous, la France Insoumise, vous avez régulièrement dit qu'il faut poser la question du retrait sur la table. Et vous avez dit qu'il faut des discussions au Parlement sur ce sujet. Ça devrait du coup vous satisfaire. On va voir. Je ne sais pas pourquoi on me demande toujours d'être satisfait de ce que disent les autres plutôt que de moi-même. Parce que, encore une fois, c'est moi qui avais raison, non? Mais Madame Kerouer, oui ou non avais-je raison? Oui, j'avais raison. Parce que continuer comme ça ne nous menait nulle part. Donc ils en conviennent, c'est bien. Je leur donne une bonne image. C'est sympa de ma part, vous voyez, je vous ai répondu. Maintenant, il ne faut pas être aussi loufoque en partant qu'en arrivant. Dès le début, les militaires ont dit une intervention militaire sans projet politique, ça ne marche pas. Il n'y avait pas de projet politique. Et le Parlement français n'a jamais discuté. On a voté une fois et ensuite on est resté 8 ans. On a dépensé 2 millions d'euros par jour sans que ça ait l'air d'émouvoir qui que ce soit. Donc nous, les Insoumis, Bastien Lachaud, qui est notre numéro 1 pour les questions militaires, nous avons dit, écoutez, c'est pas sérieux, il faut qu'on dise
Dans quelles conditions on s'en ira? On a quand même perdu 50 soldats là-bas, ou 55. C'est pas rien. Et là, je parle des soldats français, mais il faut aussi parler des Maliens qui sont morts. Aussi bien des civils que des militaires. Le Mali appartient aux Maliens, pas aux Français. Nous n'avons pas vocation à être là-bas comme ça jusqu'à la nuit des temps. Donc il faut dire dans quelles conditions on sort. C'est ce que ne fait pas M. Macron. Est-ce qu'il annonce des objectifs politiques qui conditionneraient notre sortie? C'est ça qui est important. Parce que c'est pas tout de dire on va passer la main, ce qu'on ne fera pas, avec ce qu'il a dit, à d'autres. Mais pour faire quoi? Pour mener quel type de guerre? Est-ce que vous ne croyez pas que les 2 millions d'euros, ils auraient été mieux utilisés si avec ces sous-là, on avait payé ces pauvres gens qui sont autour du lac Tchad où le lac s'est vidé, il n'y a plus de travail. Donc tout le monde est au chômage et facile à embaucher pour une armée de mercenaires. Un petit peu avant cette émission, déclaration du président de la République à l'issue du G7. Et déclaration notamment sur les vaccins. Le G7 s'engage à 1 milliard de doses partagées. La France, plus particulièrement, va partager 60 millions de doses. Objectif de 60% de la population mondiale vaccinée en 2022. Discussion à l'OMC, Jean-Luc Mélenchon, sur les brevets pour faire des vaccins un bien public mondial. Est-ce que ça va? Vous allez me dire, je ne suis pas là pour distribuer les bons ou les mauvais points, mais est-ce que ça va dans le bon sens? Mais je vais en distribuer un bon point à moi. Parce que quand nous avons commencé, à moi et aux Insoumis, et à mon camarade Ignacio Lula du Brésil, parce que tous les deux, nous avons été les premiers à faire une pétition internationale pour demander la liberté sur les vaccins. Ce sont mes camarades qui ont obtenu un vote positif du Parlement européen. Ce sont les députés, les eurodéputés insoumis qui l'ont fait. Donc nous, on est contents parce que ça avance. Mais on ne se laisse pas berner. Madame Carouard, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien décidé. Nous demandons la levée des brevets, que les gens puissent produire ces vaccins librement, sans payer de royalties à ceux qui les ont mis au point. Ça, c'est rien annoncé. Attendez, madame, ils ont déjà dit... Non, madame Carouard, ne prenez pas la responsabilité de dire des choses qui ne sont pas. Après, on vous le reprocherait. Ils ne l'ont pas décidé. Attendez le vote de l'OMC. Vous avez vu que la dernière fois, le président Macron a dit d'un air sublime que oui, il n'y avait pas de problème. Et ensuite, quand ils sont allés à l'OMC, ils ont voté contre l'Organisation mondiale du commerce. Pardon, j'ai eu un petit instant à m'interroger si j'avais employé la bonne formule. Donc, attendez que ce soit fait, parce que ce n'est pas fait. Et ce n'est pas ce qu'il dit. Quand il dit qu'il faut continuer à offrir des vaccins, je suis absolument contre cette vision charitable de l'action sanitaire. Tous les êtres humains doivent pouvoir être vaccinés et chaque État doit pouvoir le faire et mettre en place la production. D'abord, commençons par dire que ce G7 est quelque chose d'insupportable. Parce qu'il y a l'ONU. Pourquoi on se réunirait à 7 pour prendre des décisions que les autres ensuite exécutent? C'est ça la vision qu'on a, nous, Français, du monde. C'est absurde. Ça ne peut pas être notre ligne. Si nous voulons, nous, être indépendants, il ne faut pas se laisser enfermer dans le club des riches et des Américains. Il faut, au contraire, travailler large, donc dans le cadre de l'ONU. Je commence par vous dire ça, parce que je suis un peu fatigué qu'on s'avale ce G7 sans discuter. Après, discuter avec M. Poutine, mais évidemment qu'il faut discuter avec M. Poutine. La Russie est un partenaire, la Chine doit être un partenaire, sans naïveté, sans renoncer à ce que nous croyons, à quoi nous sommes attachés. Donc, mais madame, permettez-moi de vous dire que personne ne se pose la question de savoir... Démocratie devenue illibérale. Oui, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire illibéral et ça ne m'intéresse pas. C'est encore un mot à la noix pour ne pas oser dire franchement ce qu'il veut dire. Mais ça ne vous dérange pas de discuter avec M. Joe Biden, qui est un brave homme que je considère comme un point d'appui, hein. Je pense que déjà, si on faisait une bonne partie de la politique qu'il applique aux États-Unis en France, j'en serais content. Et je veux bien faire Joe Biden en France. Je veux bien. Au moins sur ces sujets. Mais pas sur le reste. Monsieur Joe Biden est le président d'un pays qui a un centre de torture à Guantanamo, qui n'ont jamais fermé. Ça dérange personne de lui parler. Monsieur Joe Biden est le président d'un pays qui n'a pas signé les accords internationaux qui reconnaissent le tribunal pénal international. Il n'a pas reconnu le traité contre les mines antipersonnelles. Il n'a pas reconnu le traité qui interdit, qui limite le travail des personnes handicapées et des enfants. Ça dérange personne de lui parler. Donc c'est pas le sujet. Dans les relations internationales, vous parlez pas avec votre femme ou votre mari ou votre conjoint. Vous parlez avec d'autres pays qui ont d'autres règles qu'ils ont eux-mêmes choisies. Jean-Luc Mélenchon. Donc je suis pour le réalisme.